Bonjour à tous, bienvenue dans cette session Office Hours qui est la première organisée en français par Figma. Et on va lancer du coup la première de cette Office Hour francophone avec un sujet d'introduction au design system. On va parler du b.a.-ba de tout ça. Avec vous aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia. Je suis designer advocate chez Figma. J'étais designer avant d'être designer advocate. Et maintenant, mon quotidien, c'est de passer beaucoup de temps à parler aux designers et puis parfois aux devs aussi de design et puis notamment de design system. Je suis accompagnée de mon collègue Hugo qui nous rejoint depuis Londres. Coucou Hugo. Et du coup, je voulais savoir avant de nous lancer, d'où est-ce que vous nous rejoignez aujourd'hui? Est-ce qu'on vient des quatre coins de la France? Est-ce qu'on vient même d'en dehors de la France? Et donc, je vous laisse commenter dans le chat. Je vois Paris, Bordeaux, Normandie, La Rochelle, Nantes avec un éléphant. Ouh, Il, Allemagne. Donc, on n'est pas que il y du tout. avait, il y avait aussi une question de c'est quoi un designer advocate? Alors, tu as parlé un Vas-y, peu, mais, en prie, sinon je vas-y. peux l'expliquer. Ah ouais, alors un designer advocate, c'est quelqu'un qui était designer avant et puis nous sommes des représentants dans Figma pour représenter les voix des designers, développeurs et des personnes dans les produits. Alors, un peu côté research, un peu côté tout du C'est un produit, peu ça. etc. C'est Ouais. un rôle avec beaucoup, beaucoup de bras. Je Ouais. résumerai comme ça. C'est un quotidien très chargé. Et comme je disais, j'ai l'impression. Enfin, je parle beaucoup et je parle beaucoup de design, que ce soit en interne ou que ce soit avec des utilisateurs. Ok, donc pour ceux qui connaissent pas le format, de façon générale, c'est live stream. La session est enregistrée. Elle sera partagée avec vous après la fin du live stream. Je veux insister là-dessus, notamment pour aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup de monde. Quand vous avez des questions, il y a un petit bouton en bas de la fenêtre Zoom qui devrait s'appeler questions-réponses Q et R. Donc, je vous invite à poser vos questions dedans, si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, posez-les dans le chat, on essaiera quand même de les capturer du mieux qu'on peut. Et l'avantage de la fonction QR, c'est que vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent le plus, et ça nous permettra de prioriser parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est déjà le cas, mais si ce n'est pas le cas, juste vérifiez bien que votre chat est mis sur chatter à tout le monde et pas juste à nous, parce qu'on préfère faire profiter vos conversations. Donc, on a beaucoup à couvrir aujourd'hui. On va essayer de ne pas trop s'attarder. On pourrait parler de design system pendant des heures. C'est un très, très gros sujet. On va rester à un niveau un peu d'introduction. Et on essaiera peut-être, si c'est pertinent, d'avoir un petit break à mi-chemin pour voir si vous avez déjà des questions à ce stade auxquelles on risque de ne pas répondre par la suite. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, on continuera. Petit disclaimer. Cette session, elle est concentrée donc sur les principes d'introduction des design systems. On va rester sur des choses un peu basiques. Ça sera intéressant notamment si vous êtes aujourd'hui en position où vous aimeriez mettre en place un design system dans votre organisation, ou si votre organisation a déjà un design system, mais que vous aimeriez mieux comprendre ce que c'est, parce que vous ne maîtrisez pas forcément très bien, ou alors, si vous cherchez à faire de la pédagogie justement autour des sujets de design system dans votre organisation. C'est-à-dire si vous cherchez des ressources, des éléments d'argument, etc. On n'ira pas très loin dans le détail de l'implémentation dans Figma en particulier, mais on pourra prendre des questions sur ce sujet si on trouve qu'elles sont intéressantes pour tout le monde. Et si jamais vous aimez bien ce format, bah, du coup, on essaiera peut-être d'organiser une session design system un peu plus avancée pour aller plus en profondeur sur ces sujets à terme. Allez, on y va. Avant toute chose, commençons par le commencement, mettons à plat ce qu'est un design system. Tout le monde parle de design system, en tout cas, selon les études officielles, on est presque au pic du hype cycle sur les sujets design system. C'est un sujet qui monte en puissance, on va dire, depuis 2018-2019 et qui s'installe vraiment en France à peu près depuis 5 ans. D'accord, super, c'est chouette, mais c'est quoi? Donc, mettons que j'ai une librairie dans Figma, un fichier que on a appelé Design System. Est-ce que ça veut dire que j'ai un Design System? Peut-être, peut-être pas. Il y a beaucoup de choses qui se font appeler Design System et parfois ce sont des éléments de ce que peut être un Design System. Et c'est pas forcément une mauvaise chose que ce soit entre guillemets simplement un élément d'un Design System parce que, comme on le verra, un Design System, c'est une solution complète qui répond à beaucoup de besoins différents. Et parfois, on peut avoir des solutions partielles qui peuvent répondre à des besoins spécifiques à l'échelle ou à la situation d'une équipe donnée. Mais il faut appeler un chat, donc je voulais juste remettre ça à plat. Un UIKit, c'est-à-dire juste un fichier où vous avez des rectangles dans Figma et qui n'est utilisé que par les designers, n'est techniquement pas un design system.
Donc, comment est-ce qu'on définit un design system? J'aime bien dire qu'un design system, c'est une approche systémique pour scaler les pratiques design et tech autour des produits. Et alors, scaler, c'est un anglicisme un peu bizarre, c'est dire en gros les faire grandir avec le moins de friction possible au sein d'une organisation. Et ça peut paraître un peu abstrait, mais on peut voir trois axes principaux dans les design systems. Premièrement, c'est mettre à plat des normes dans le ou les produits qu'on construit. Deuxièmement, c'est créer un langage commun entre toutes les parties prenantes. Et dernièrement, c'est mettre en place des processus qui vont être partagés à l'échelle de l'organisation. Donc les design systems, ça cherche à aligner vos organisations sur les briques des produits, c'est-à-dire les éléments qui peuvent être répétés à l'infini, un peu comme des briques de Lego. Ces briques, c'est des éléments d'interface qui sont, du coup, oui, documentés visuellement. C'est pour ça que parfois on pense à un fichier Figma. Et qui sont aussi documentés en code. Ça peut inclure des palettes de couleurs, ça peut inclure des composants, des types de mise en page, même parfois ça va jusqu'à inclure des schémas d'interaction, ça peut aller très très loin, même parfois de la copie, de l'UX writing. On n'a pas besoin d'avoir tous ces éléments pour considérer que c'est un design system. Ça dépend, encore une fois, on reviendra plusieurs fois pendant le live stream, ça dépend de vos besoins. Un design system, donc, c'est une source de vérité qui centralise ces briques pour que tout le monde ait le même référentiel et que si un jour on décide de changer quelque chose quelque part, les mises à jour se disséminent dans l'organisation de façon quasi immédiate. Alors, avant toute chose, je voulais quand même vous montrer un petit peu, on va dire, une vue d'oiseau de ce que peut donner un design system qui est assez avancé. Donc, j'ai pris un des plus connus qui existe, qui s'appelle Material de Google, parce qu'il faut savoir que les design systems ont des petits noms. Et donc, si vous avez un téléphone Android, vous connaissez forcément. On va regarder très rapidement à quoi ressemble, on va dire, la face visible de l'iceberg de leur design system. Donc, là, ici, ce que j'ai, c'est le fichier Figma, donc une version Figma qui est disponible sur Figma Community, où on a des instructions pour commencer, on a à peu près la structure du fichier, et puis on commence à avoir des choses comme par exemple l'ensemble de leurs couleurs, l'ensemble des typographies qu'ils utilisent, et puis on commence à avoir des blocs UI, donc vous voyez un peu ces briques de Lego dont on parlait, qu'on va commencer à pouvoir assembler ensemble pour en fait créer des interfaces finales, des applications, etc. Mais c'est pas juste ce fichier design, on va dire, qu'on peut utiliser et avec lequel on peut assembler des choses visuellement. Il y a toute une partie qui est une grosse partie du design system de matériel qui est disponible directement en l'occurrence sur le site qu'ils ont créé pour ça. Et là, ça va encore plus en profondeur parce qu'on a toute une partie qui est dédiée à la documentation de développement, que ce soit en Jetpack, Compose, en Flutter. Et on retrouve effectivement, du coup, un peu plus de détails sur tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les couleurs, les styles, etc. Donc, en voyant matériel, on comprend qu'un design system, c'est une solution assez complète. Concrètement, à quoi ça sert? Donc, un design system, une fois en place, ça a un impact, enfin, faut savoir que ça a un impact significatif sur la qualité et l'efficacité de la collaboration entre les équipes. Et je dis significatif parce qu'il y a pas mal d'études qui quantifient cela. Donc, on peut mettre des chiffres dessus. Les membres des équipes vont plus vite avec un design system. On met moins de temps typiquement à trouver les choses ou à réinventer la roue, que ce soit en design ou en code. On collabore avec plus de fluidité, que ce soit de l'idéation jusqu'à la livraison des fonctionnalités. Puis, qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que les équipes sont plus résilientes. C'est-à-dire qu'un design system, ça va devenir un espèce de socle, une base scalable qui va faciliter la gestion des changements de stratégie produit, par exemple. Et puis, parce qu'un design system centralise beaucoup d'informations, ça va faciliter également les onboarding au sein des équipes si, par exemple, il y a une croissance forte ou un très fort turnover. Et tout cela, ça a évidemment un impact direct sur les intérêts business d'une entreprise. Parce que qui dit plus de vélocité pour sortir des nouvelles fonctionnalités, dit qu'on fait plus de fonctionnalités sur le même temps donné. Donc on crée plus de valeur pour nos utilisateurs et plus de valeur dans le produit. Parce qu'un design system, il va consolider, on va le voir plus tard, beaucoup de logique design et technique. On va réduire la date design et technique et on va réduire du coup les coûts. Notamment, très utile à penser dans des contextes où, généralement de façon cyclique, on a des rebranding ou des replatforming techniques qui s'opèrent. Et enfin, un design system, c'est le garant d'une vision stratégique cohérente de l'expérience utilisateur, de l'expérience client. Et du coup, un produit plus qualitatif, ça mène à des utilisateurs plus satisfaits. Et ça peut se mesurer via, en traquant par exemple des Net Promoter Score, les taux de rétention, etc.
Il y a beaucoup de ressources, si vous en cherchez, sur comment mesurer le retour sur investissement des design systems. Et je sais que c'est un sujet qui est très important pour beaucoup d'équipes. J'en ai mis une ici que j'affectionne beaucoup. Mais si jamais vous en avez vous aussi de votre côté, parce que vous êtes un peu avancé sur le sujet, n'hésitez pas à les partager directement dans le chat ou dans les commentaires. Bon, ok, donc un design system, ça a l'air très cool. Cependant, il faut bien tempérer un petit peu. Un design system, ça suit un produit. On le répétera beaucoup pendant la session, mais un design system, c'est au service d'un produit. Un design system, du coup, ne vise pas à ralentir ou entraver le produit. Ça voudrait dire qu'il ne fait pas son travail. Un design system, ça vit au rythme du produit. Et quand on dit vivre, on va voir que c'est un cycle de vie complet qui va au-delà de juste faire des rectangles en design et de les coder. Et j'ai mis un petit spoiler que vous avez vu apparaître très rapidement. On va voir, c'est pas mal de choses qu'il doit faire vivre sur le temps, qu'on doit faire évoluer, qu'on doit promouvoir en interne. Et donc, c'est un investissement. Un investissement, ça veut dire que ça nécessite du temps, donc de l'argent. Ça nécessite des ressources, donc ça nécessite de l'argent. Et ce qui veut dire que ça nécessite l'adhésion du management. Donc, parfois, souvent, c'est là que les discussions commencent à bloquer un petit peu. Et on peut se demander à juste titre si on a réellement besoin d'un design system. Et en fait, c'est vrai, tout le monde n'a pas besoin d'un design system. Il y a d'autres solutions partielles qui peuvent amener de l'impact dans certains contextes ou certaines organisations. Donc, on parlait tout à l'heure de UI-Kit. Peut-être que juste consolider un UI-Kit, déjà dans un premier temps, ça peut résoudre des frictions que vous avez. Peut-être que si vous avez des questions de collaboration, avoir plus de rituels ou repenser ces rituels, ça peut amener cette fluidité de collaboration qui vous manque. Donc, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous pour le moment. Donc, comment savoir si on a besoin d'un design system? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on identifie les problèmes qu'on cherche à résoudre dans l'organisation? Quatre signes qu'on a besoin d'un design system, et plus vous en cochez, plus vous devriez être convaincu que c'est intéressant pour vous. Premièrement, vous constatez qu'il y a trop d'incohérences visuelles ou expérientielles d'ailleurs dans votre produit. Ou alors, pire encore, c'est les utilisateurs qui vous le remontent. Et donc, si l'expérience de votre produit ressemble à un mélange de plusieurs marques ou de plusieurs générations différentes, il y a peut-être un souci. Alors, juste pour temporiser, il n'y a pas besoin d'être parfaitement cohérent tout le temps dans un produit. Et parfois, c'est même préférable de ne pas l'être. Parce que c'est intéressant parfois de créer ces sciences dans l'expérience pour justement diriger les utilisateurs vers un certain élément. Mais de façon générale, s'il y a trop d'incohérence dans votre produit, ça peut être la manifestation d'une dette que vous gérez mal. Ça peut être le signe d'un manque d'alignement entre design et tech, ou ça peut être le syndrome de la réinvention perpétuelle de la roue. Et tout ça, ça manifeste un manque d'efficacité à un certain niveau en sous-jacent. Et puis surtout, ça peut nuire à l'expérience utilisateur parce que si votre utilisateur il se retrouve dans un truc qui change sur chaque page, bah, du coup, c'est moins intuitif. Puis accessoirement, ça dilue l'expression de, par exemple, votre marque si jamais vous êtes un produit où la marque est très très importante. Ensuite, deuxième indice qui peut vous interpeller, vous constatez qu'il y a beaucoup de redondance dans votre quotidien. Est-ce que vous vous retrouvez à voir des conversations similaires entre différentes équipes sans que les connaissances ne soient partagées? Est-ce que vous vous retrouvez à régulièrement faire ce que j'appelle de la spéléologie, c'est-à-dire partir à la recherche pendant très longtemps d'informations pour arriver à les trouver? Est-ce que vous développez des choses ou vous concevez des choses qui ont déjà été développées ou conçues, ou alors qui ont été déjà développées et conçues pour des problèmes similaires ailleurs? Si oui, on commence à se dire que peut-être un design system, c'est intéressant. Un de mes indices préférés, est-ce que vous trouvez que votre compétition innove et bouscule le marché beaucoup plus rapidement que vous? Alors, si c'est le cas, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un design system, attention. Ils peuvent être plus jeunes, avoir des équipes plus agiles, un produit plus simple, moins de dettes à gérer, ce qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Mais si vous êtes dans une position où vous avez de la dette, alors vous avez encore plus besoin de trouver des astuces pour gagner en efficacité là où vous pouvez, là où vous pouvez et continuer à être compétitif. Design system, c'est intéressant. Et enfin, c'est peut-être la plus évidente et la plus concrète parmi toutes les indications que vous avez besoin potentiellement d'un design system. Et c'est un des trucs, enfin, une des choses sur lesquelles on a beaucoup de conversations avec les équipes, c'est vous avez déjà décidé d'intégrer dans votre roadmap, pour des raisons stratégiques ou autres, d'intégrer du coup la création de plusieurs thèmes dans votre produit. Ça peut être parce que vous voulez vous lancer dans un dark mode,
Ou alors, ça peut être, et c'est assez populaire en ce moment, parce que vous voulez construire une solution en marque blanche, un produit en marque blanche, qui pourra être décliné pour, enfin, pour plusieurs marques ou plusieurs clients. Si vous vous lancez dans un produit en marque blanche sans avoir un design system, ça va être très long, ça va être très douloureux. Donc, je vous conseille très sérieusement de vous poser la question de si vous en avez besoin ou pas. Si vous n'avez pas encore de design system, donc j'espère que vous avez à présent une meilleure idée de ce que vous pourriez en tirer et de si ça vous paraît intéressant. Si vous avez déjà un design system en place, du coup, j'espère que ça pourra peut-être vous aider à continuer à plébisciter l'adhésion de vos parties prenantes. Mais bon, à retenir, en gros, les quatre grands points, c'est les design systems, c'est une approche systémique qui impacte le design et la tech. Ça permet de centraliser des briques visuelles et expérientielles de vos produits. Ça améliore la qualité et l'efficacité de la collaboration entre les équipes et ça améliore la qualité de l'expérience de vos utilisateurs in fine. Donc, on va faire un break rapide. Si jamais il y a des questions, si on n'a pas, on continue, c'est pas grave. Et s'il y a déjà J'ai des questions à ce stade, ah, Hugo, vas-y. ouais, j'ai déjà mis deux questions. Après ça, alors les slides sont dans les prochains. Alors, tu Alors, peux passer à la prochaine. très bien. Ingrid. Quelle est la différence entre UI4, pardon, là, je ne sais plus parler, et Style Guide? Hugo, est-ce que tu veux prendre cette question? Oui, alors je pense que Style Guide, c'est un peu l'origine, hein. Ça existait avant les UI Kit et ça devient des brands. Mais pour la partie de UI Kit, ça concerne des styles, des variables, des tokens, les composants plutôt que la partie seulement de branding. Mais alors, je dirais que UIKit peut former une partie du style guide, mais c'est une évolution du nom. euh, mais je pense que je sais pas comment dire, c'est un peu comme une parapluie plus Tu grande penses que pour. Style Guide est le parapluie plus grand que Ouais, UI? ouais, Je ouais, suis d'accord dans le mais sens je où un sais. style guide, généralement, enfin en tout cas de ce que j'ai vu des style guides, c'est souvent ça s'applique bien au-delà des interfaces digitales. C'est souvent des choses comme tu dis, qui concernent la marque, qui peuvent se décliner sur du print, par exemple, sur de l'impression, qui vont s'appliquer dans beaucoup de contextes différents. Et parfois, du coup, ça peut descendre en cascade et influencer à quoi les interfaces ressemblent. Mais les interfaces, alors déjà, il y a deux choses. Donc, un style guide, c'est peut-être plus large qu'un UI kit. L'UI Kit, c'est vraiment juste sur la partie digitale. Et puis deuxièmement aussi, parfois, on n'a pas forcément envie que la partie digitale, elle ressemble exactement à la brand. Parfois, l'expression de la brand est très très forte et c'est pas forcément ça qui va créer les expériences utilisateurs les plus accessibles. Et donc parfois, il y a d'autres considérations à prendre en compte sur un UI Kit qui sont pas forcément, enfin qui vont au-delà aussi du style guide. J'espère qu'on répond à la question, Ingrid. Quelle est la meilleure manière de partager les mises à jour d'un design system et à qui on le partage pour le faire valoriser? Écoute, c'est une très bonne question, Anton, et je pense qu'on va la garder pour peut-être la fin parce qu'on va y répondre en deuxième partie. Enfin, on va en partie y répondre en deuxième partie. Donc, reste là. Et il y a plein de questions, alors je peux le mettre à la fin et on peut commencer à la deuxième partie. Ok, on C'est fait bien. ça. Et on aura du temps à la fin, vous inquiétez pas. Donc, on s'est dit qu'on allait se lancer dans la mise en place d'un design system. Trop bien. Par où est-ce qu'on doit commencer? Ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais on va commencer par un audit. C'est souvent là qu'on commence parce qu'un audit, ça permet vraiment de cartographier le produit qui existe déjà, ou en tout cas les maquettes qui existent déjà, et de mettre en avant potentiellement des zones d'incohérence. Puis aussi, c'est un très bon support pour aligner les parties prenantes. Un audit, ça peut se faire directement dans Figma, dans un outil design, mais ça peut également se faire dans des tabulateurs ou dans plein d'outils différents. L'important, c'est ce qui vous paraît le plus intuitif et puis surtout facile à partager. Parce qu'on va le voir, dans les bonnes pratiques pour faire un audit, il ne faut pas le faire solo. Je ne vous conseille pas de faire un audit tout seul dans votre coin, même si vous êtes une très petite équipe. Ne faites pas votre audit tout seul, ne le faites pas sur un seul appareil. Puis commencer petit avec les fondations avant de s'attaquer au plus complexe. Et attention, spoiler alerte, commencer petit avant d'aller vers plus complexe, ça va être une thématique récurrente pour toute cette présentation. Et enfin, consolider au fur et à mesure. Je voulais insister sur le premier point, cette histoire de ne pas faire un audit solo, d'identifier des partenaires potentiels parce que parfois on l'oublie.
Mais déjà, le travail d'audit, ça commence pas toujours côté design. Par exemple, donc avant Figma, je travaillais à la RATP et à notre arrivée, on a hérité d'initiatives Android, enfin qui avaient été créées par les équipes développement Android, qui avaient déjà commencé à consolider pas mal de choses. Donc c'est intéressant de savoir qu'il existe des trucs ailleurs. Et quand on parle de partenaires potentiels, évidemment, on pense très rapidement aux développeurs, si on est un designer et qu'on lance ça côté design, parce que les devs ont la vision du technique. Puis aussi, un développeur, ça peut aider parfois à simuler des environnements de test sur plusieurs devices, donc c'est assez utile. Mais on peut même penser éventuellement au-delà. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des équipes support quelque part dans l'organisation qui sont au courant des cas extrêmes dans le produit qui sont peut-être très difficiles à simuler, ou alors des équipes marketing qui connaissent, elles, l'historique du changement de direction artistique du produit, par exemple. Et une fois qu'on se lance dans l'audit, on va commencer donc à identifier, comme je disais, et consolider les redondances pour ne garder qu'un seul élément là où ça nous paraît sensible de le faire. Typiquement, on commence par les choix stylistiques, dans tout ce qui va être couleur, style de texte, puis rapidement, on va commencer à identifier des briques d'interface, c'est-à-dire des composants, qui devraient être les mêmes, mais ils ne le sont pas tout à fait, donc on va commencer à regrouper tout ça. Puis très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a des composants qui paraissent très évidents, c'est-à-dire on va identifier tout de suite que ça, c'est des axiomes, ils sont basiques et ils sont répétés beaucoup de fois. Donc ça nous paraît évident de les centraliser quelque part. Puis on va aussi commencer à identifier des briques d'interface un peu plus complexes qui utilisent elles-mêmes parfois beaucoup d'autres composants qu'on a définis ailleurs. Et on va commencer à se demander du coup déjà qu'est-ce que je dois considérer comme un composant et qu'est-ce que je dois considérer comme juste comme une décision ponctuelle des designers qui n'a pas besoin d'être homologuée. Et surtout, comment est-ce que je structure tout ça? Ça tombe bien, on va parler structure. Alors, jusqu'à présent, avec notre audit, on a cartographié des éléments abstraits comme des couleurs, des ondes portées, des typos, des espacements, toutes les fondations, tout ça, puis des composants simples et éventuellement aussi des composants un peu plus complexes. Alors, il y a une méthodologie, un framework qui s'appelle l'Atomic Design, dont certains ici ont sans doute déjà entendu parler. Mais ce serait très difficile de présenter les design systems sans évoquer l'Atomic Design. Donc, c'est un framework qui a été formalisé par Brad Frost en 2013, qui schématise les composants selon un modèle atomique, c'est-à-dire qu'on part d'un simple atome, donc un composant tellement simple qu'il est indivisible, puis on combine des atomes pour créer des molécules, et puis on combine ces molécules, donc ces composants plus complexes, pour créer des organismes, et ainsi de suite, jusqu'à avoir potentiellement des mises en page complètes. Et tout cela correspond à des niveaux de complexité que les composants donc peuvent avoir. Et ça, c'est une méthodologie, je pense qu'il est important de la citer, parce que non seulement c'est un peu un des fondamentaux, on va dire, des frameworks les plus anciens autour des design systems, puis ça a permis à beaucoup d'équipes quand même de commencer à poser la structure qu'ils voulaient donner à leur design system. Donc c'est une méthodologie qui est intéressante à explorer. Encore une fois, en début, pour se lancer, c'est vraiment utile d'avoir ça en tête. C'est une façon simple d'aborder la structure de ce qu'on donne à ces composants. Il faut savoir, je vais le tempérer, parce que je ne peux pas parler d'Atomic Design sans tempérer ça, que c'est une méthode qui est un petit peu vieille maintenant. Il y a beaucoup de gens parmi ceux qui ont roulé leur boss dans les design systems qui ont vu des limitations. Une des limitations typiques, c'est en fait, on se rend compte à un moment donné que c'est un peu difficile de s'accorder collectivement, notamment quand on a beaucoup de parties prenantes, sur quel composant tombe dans quelle catégorie. Qu'est-ce qui va être une molécule? Qu'est-ce qu'on définit comme un organisme? Et parfois, en fait, les modèles mentaux des différentes personnes font qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et Brad Frost lui-même, donc le créateur de l'Atomic Design, ces derniers temps, challenge un peu plus ouvertement son propre modèle. Donc il y a d'autres personnes aussi en fond dans la communauté qui ont commencé à réfléchir à d'autres méthodologies sur comment est-ce qu'on peut penser à la structure des design systems. Il y a un très bon article de mon collègue Louis sur ce sujet qui réfléchit lui aussi à ça pour les anglophones. Une des failles, je dirais, de l'atomic design, et une raison pour laquelle on le challenge beaucoup en ce moment, c'est qu'il était très centré sur le design. C'est une approche très design-centrique. Et ça incluait pas forcément des notions de développement qui sont montées vraiment en puissance depuis et qui sont venues chambouler les modèles mentaux. Et du coup, à nouveau, on se retrouve à se questionner sur c'est quoi un atome en fait? C'est quoi un atome? C'est quoi une molécule? Et parmi ces notions de développement qui sont venues challenger beaucoup de choses, on a les design tokens. C'est quoi les design tokens? C'est un peu comme l'atomic design, vous avez peut-être déjà entendu le terme. Donc sans rentrer trop dans le détail, parce que ça pourrait être un sujet d'un webinaire à part entière et on pourrait passer beaucoup de temps dessus. Les tokens, on va dire, c'est une façon scalable d'abstraire, de structurer, de nommer les fondations UI, enfin donc les fondations de votre interface. Par exemple, typiquement, là on voit le plus de gens se lancer sur les design tokens, c'est les couleurs.
c'est la notion de couleur. C'est une façon de faire qui est venue du code, il faut le savoir, qui a été récemment standardisée par le Design Tokens Community Group du W3C. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le World Wide Web Consortium. C'est un peu quelqu'un m'avait dit un jour, c'est un peu l'Académie française du web. Alors, je suis pas sûre que ce soit exactement la bonne comparaison, mais voilà, c'est des, comment on dit ça, des gens des volontaires qui essayent de standardiser les pratiques du web. Il y a un très bon live stream qu'on a fait, une très bonne conversation avec Louis Chenac, qui est français et qui travaille pour le DTCG, qui est en replay sur YouTube. Hugo, si tu veux mettre le lien dans le chat, je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Et donc, cette logique de design token venue du code, elle est maintenant intégrée dans des outils design, et notamment dans Figma. Et dans Figma, elle s'appelle variable. Donc, comment est-ce qu'on structure ces fameux tokens ou ces variables? Il faut penser à la structure de ces fondations UI, ces fondations d'interface, comme un peu un arbre des décisions à plusieurs couches. La première couche, c'est la couche primitive, qui nous sert en fait à définir une palette restreinte de valeurs dans laquelle on peut piocher. Et généralement, le nom de cette couche-là va indiquer un peu, enfin, va être indicatif de la valeur qu'elle contient. Et en deuxième temps, il y a une deuxième couche qu'on appelle sémantique, qui vient piocher dans la palette primitive. Donc on appelle ça un alias. En gros, elle vient faire référence à cette couche primitive. Mais le nom de cette couche sémantique ne porte aucune indication de la valeur qu'elle contient. Elle est plus abstraite et elle parle de l'usage qui est attendu. Et l'idée derrière ce système, c'est que non seulement ça crée de la modularité pour les prises de décision et on peut débrancher et rebrancher sur différentes couleurs de la palette, mais en plus, ça permet d'avoir des noms, enfin des façons d'appeler les choses plus scalables, plus intuitives à l'usage et comprises par toutes, designers et développeurs. Et parce qu'on a besoin que ce soit intuitif pour tout le monde, c'est là où c'est un peu complexe parfois, et beaucoup de gens se posent la question de comment nommer, et on ne va pas y répondre aujourd'hui, parce que c'est un sujet à part entière. Il y a beaucoup de ressources dessus, mais voilà, ça pour dire, c'est à peu près l'idée des design tokens. Et vous voyez qu'il y a une troisième couche qui s'appelle composant. Certains systèmes embarquent également cette troisième couche, mais elle n'est pas toujours nécessaire. Et je la recommanderais sans doute pas dans un premier temps. Donc, vous inquiétez pas trop et réfléchissez pas trop. Sauf si vous avez explicitement besoin de développer un produit en marque blanche ultra flexible. C'est à peu près le seul scénario où je vous conseillerais d'explorer ça comme une solution très rapidement. Je sais. Mais sinon, vous inquiétez pas, pensez juste primitif et sémantique et vous vous porterez très bien. Et de la même façon qu'on réfléchit à la structure des fondations visuelles d'un design system de façon beaucoup plus rapprochée des méthodes de développement, il y a également une tendance à rapprocher les façons dont les composants sont agrégés et construits des logiques tech, telles qu'on les voit dans des outils comme Storybook, qui est un très bon outil développeur par ailleurs. On apprécie beaucoup Storybook. Il y a un bon article sur ce sujet que je vais vous partager dans le chat aussi, parce que je ne sais pas si Hugo l'aura. Il est en anglais également, donc désolé pour les francophones. Mais voilà, qui parle justement du fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être une scission entre les logiques de structure des composants en design et en code, et ce serait bien de les rapprocher. Bref, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps de parler de comment construire des composants et tout ça, ce que je peux dire en gros, c'est que quelle que soit votre approche, partagez la responsabilité de structurer votre design system entre designers et développeurs. C'est un travail d'équipe. Les design systems, c'est vraiment le pont qui connecte les parallèles dans nos pratiques respectives. Et c'est ça qui va commencer à créer ce langage commun. C'est jamais trop tard, mais ce pont, idéalement, il commence à se construire vraiment le plus tôt possible. Donc, je vous conseille vraiment, avant de vous lancer, de commencer à faire ça. Bon, ok, on a à peu près une idée, on a à peu près mappé, cartographie, tout ce qu'on voulait faire, on a à peu près une idée de comment on veut le structurer. On passe à l'implémentation, on se lance. Avant toute chose, je vais freiner un petit peu, on va parler ambition. Je veux juste dire, c'est facile, enfin souvent on parle à des équipes qui ont des ambitions très fortes. Et c'est facile de vouloir construire le design système ultime tout de suite, quand souvent tout ce qu'on voit en termes de vision de ce qui est disponible en fait en consultation publique, c'est des travaux très avancés d'autres organisations. Et alors, pour un petit clin d'œil aux équipes de Miracle, aux équipes françaises de Miracle qui ont appelé leur design system Roma, Rome ne s'est pas construit en un jour. Et votre design system non plus, et le leur non plus. Un design system, c'est un produit comme un autre. Et on peut l'aborder avec les mêmes principes de réflexion qu'un produit. C'est-à-dire définir ses utilisateurs et leurs spécificités et leurs besoins. Comprendre donc ces besoins. Et quand je dis besoin, en l'occurrence, c'est pas forcément juste les gens qui vont utiliser votre design system, mais potentiellement aussi votre business. Déterminer ensuite un scope dans lequel on a les moyens d'opérer, qu'est-ce qui est réalistiquement possible. Et enfin, se concentrer sur la valeur qu'on va pouvoir apporter dans ce scope.
Et c'est tout à fait normal et même souhaitable de commencer modestement et de livrer un scope restreint dans un premier temps. Vous serez même surpris de savoir qu'il y a de belles équipes qui passent parfois leur première année sur un design system à livrer seulement une poignée de composants. Rien de plus. Et ça peut paraître très désuet ou très faible, mais en fait, c'est parce que l'important, c'est l'impact. J'aime beaucoup ce schéma qui avait été imaginé en 2018 par Nathan Curtis, mais que je trouve toujours très très pertinent, qui rappelle qu'en fait, les éléments de design system simples apportent souvent beaucoup beaucoup de valeur parce qu'ils servent des besoins très larges. Et là, en l'occurrence, j'ai mis un bouton au début, mais c'est pas toujours un bouton qui apporte le plus de valeur. Ça dépend vraiment de votre produit et ça dépend de votre contexte. Plus on avance dans la complexité en fait de ce qu'on construit, plus ce qu'on va créer, ça va devenir niche ou très spécifique. Et du coup, forcément, graduellement, l'impact risque de baisser en fait sur l'ajout de choses plus complexes versus la valeur que ça va apporter aux équipes et aux produits. Donc tout ça pour dire qu'on peut faire beaucoup et avoir un impact fort, même en faisant peu. Donc on n'est pas obligé de construire la montagne tout de suite. Une des questions à se poser quand on se lance dans un design system, c'est est-ce qu'on souhaite customiser son design system et si oui, à quel point? Donc faire un design system 100% sur mesure, ça donne un contrôle absolu sur l'interface de son produit. Puis ça garantit qu'on solutionne en priorité les besoins spécifiques de son organisation. C'est un peu la solution Rolls-Royce. C'est un peu le luxe maximal. Mais c'est vrai que ça demande du temps, ça demande des ressources et ça demande de l'argent. Et donc c'est vrai que parfois, on a des équipes qui veulent se lancer dans un design system et en fait, ils veulent construire de zéro. Ils voient ça comme on va construire notre propre système from scratch. Et parfois, ils se heurtent du coup à des barrières en interne. Il faut savoir, on n'est pas obligé de faire 100% soi-même en partant de zéro. Il y a aussi des solutions existantes qu'on peut explorer à côté. Soit parce qu'on peut éventuellement utiliser ce qui existe déjà ailleurs dans votre organisation. Typiquement, chose qu'on voit souvent, c'est des produits B2C qui veulent se lancer dans des design systems. Et en fait, il y a déjà des produits B2B en interne qui ont leur propre design system. Alors certes, ce n'est pas les mêmes chartes graphiques, mais est-ce qu'il n'y a pas des synergies à trouver quand même? Ou alors, autre solution, s'il n'y a vraiment rien en interne, il y a des kits UI avec du code et des équivalences Figma qui sont déjà construits par d'autres équipes, qui sont disponibles en ligne de façon payante ou non. Et éventuellement, il y a même des solutions hybrides à trouver avec tout ça, où on peut imaginer acheter ou acquérir ou copier une solution, une structure qui peut être open source d'une façon ou d'une autre, ou carrément des wireframes existants, et rajouter par-dessus nos propres tokens ou notre propre structure, notre propre décision UI. Et en fait, en gros, avoir une structure, une espèce d'architecture déjà toute faite, et juste comme un skin, pour ceux qui font des jeux vidéo, rajouter un skin dessus qui va le faire ressembler au produit qu'on veut. Donc, il y a plein de kits payants ou pas payants qui sont prêts à être implémentés, qui sont disponibles en ligne. Parmi les plus plébiscités ou ceux qui reviennent régulièrement dans les conversations qu'on a avec la communauté design et la communauté dev, MUI, c'est un framework React qui est assez vraiment bien fait. Primer, c'est React et CSS, et c'est fait par GitHub, donc c'est full open source et disponible. Et il y a ShadCN qu'on voit beaucoup en ce moment, qui est Tailwind CSS lui. Puis je voulais aussi rajouter le Simple Design System de Figma, qui est notre création, nous, enfin, côté Figma, qui est aussi disponible sur GitHub en React, mais également en tant que fichier entier sur Figma Community et en plus spécificité, il est disponible en tant que librairie par défaut dans tous vos fichiers Figma. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un fichier n'importe où, dans n'importe quel compte, et vous verrez dans vos assets qu'il y a déjà les composants de Simple Design System qui sont accessibles et que vous pouvez utiliser. Ces composants sont déjà reliés à du code. Et donc, vous pouvez jouer soit avec le fichier dans Figma Community, soit avec les composants dans vos fichiers à vous, ou alors carrément avec le code repo de GitHub pour voir si ça vous inspire, faire des expériences et voir si vous voulez commencer à construire quelque chose. Mais par n'importe quel bout on prend son design system, il faut toujours garder en tête qu'on ne cherche pas à tout construire et livrer d'un coup. Voilà, je réitère pour faire passer le message. Parce qu'un design system, c'est un processus, c'est pas un livrable, c'est pas un truc en one shot. On se dit dans 2 ans ou un an, on livre quelque chose et puis hop, bas les mains, on laisse filer et personne ne reprend et puis basta. Si on fait ça, il va périmer très vite. Il va plus être très pertinent, il va plus être très utile parce que une fois qu'on a commencé à livrer, déjà, il y a deux choses. Un, il faut s'assurer qu'il soit adopté. Et deux, il faut continuer à le faire évoluer. Que ce soit pour le faire grandir, parce qu'encore une fois, on est censé avoir commencé de façon humble, donc on n'a pas tout fait d'un coup. Et ou alors, juste parce qu'on va avoir des besoins de produits qui vont remonter, parce que le produit va changer aussi, et on va devoir adapter. Donc, adoption et maintenance, c'est les deux dernières choses qu'on va voir aujourd'hui.
Parlons adoption d'abord. Une organisation qui a un design system qui est implémenté mais qui n'est pas utilisé ne va tirer aucun bénéfice des design systems. Tous les bénéfices qu'on a vus au début, vous les oubliez. Si personne n'utilise, ça ne sert à rien. Donc, je dis recoucou à cet article que j'avais mis en spoiler tout à l'heure, qui a été écrit par ma collègue Anna et qui a été traduit en français. Euh, la face cachée de beaucoup de design systems, en fait, c'est tout le travail de promotion interne qu'il y a derrière et qui doit souvent être porté par les équipes qui travaillent sur le design system. Et ces équipes, c'est rarement des marketeurs professionnels. Pourtant, il faut penser marketing parce que assurer l'adoption de son produit, c'est faire beaucoup de communication, c'est faire de la promotion, c'est faire de la pédagogie et c'est faire de l'engagement de communauté. Mais on respire. Comme tout dans les design systems, il n'y a pas besoin de mettre en place une énorme machine de promotion tout de suite. On peut commencer humblement et on peut construire petit à petit. C'est ce que d'ailleurs font la plupart des gens. Et quand je dis commencer humblement, c'est vraiment juste commencer à trouver des façons de paralléliser le travail que vous faites et comment améliorer la visibilité de ce travail-là. Donc, parfois, c'est simplement partager le travail qui a été fait et qui a été sorti, ou alors qu'on va faire. Ça peut être partager une roadmap, par exemple. Mais il faut être un peu smart. Il faut penser à où est-ce qu'on va partager ces informations-là. C'est quoi les canaux que vous avez identifiés comme étant les plus efficaces pour atteindre le plus de monde dans votre organisation? Est-ce que vous avez un Slack? Est-ce que vous avez Microsoft Teams? Est-ce que parfois c'est juste une boîte un peu traditionnelle et il faut passer par des emails? Est-ce que vous avez des Confluence ou d'autres centres de documentation qui sont consultés par beaucoup de parties prenantes? C'est à vous de voir ce qui fait sens dans votre contexte. Et dans la même logique, on peut aussi utiliser le travail de mise en place qu'on fait en fond, c'est-à-dire le travail en continu, pour éduquer à petite échelle. Donc c'est un peu la partie pédagogie. Et cela passe par s'assurer que les éléments du design system, comme les composants, par exemple, guident au maximum leurs utilisateurs sans qu'ils aient à trop se poser de questions. Que la prise en main soit simple. Dans Figma, il y a plusieurs façons de faire cela. Il y a pas mal de fonctionnalités natives pour, par exemple, ajouter des descriptions, de la documentation, design ou tech directement. J'ai pas trop touché au sujet, mais quand on parlait de structure de composants tout à l'heure, il y a ceux qui connaissent un peu Figma ont vu qu'il y avait des props, des properties dedans. Il y a des fonctionnalités, enfin, des façons d'utiliser les properties pour guider les usages, par exemple, vers des instances préférées. Il y a beaucoup d'astuces, et j'ai pas le temps de rentrer dans toutes, pour rendre ces composants et ces tokens plus intuitifs pour les utilisateurs dans Figma. Pour ceux qui parlent anglais, qui sont à l'aise en anglais, je conseille de regarder la conférence que j'ai donnée avec des collègues à Config en juin dernier, sur lesquelles on va un peu plus en profondeur sur enfin, une partie de ces astuces que vous pouvez trouver. Et donc, là, c'était la partie entre guillemets simple, les choses qu'on peut faire un peu au fur et à mesure de notre construction, de l'implémentation. Il y a la partie documentation qui vient se poser à un moment donné, et donc ça, c'est un peu le mammouth. Et donc, ça peut faire un peu peur. À nouveau, on n'est pas obligé de se lancer là-dedans, c'est un peu un nice to have, mais c'est voilà, quand on arrive à un certain stade de maturité, on n'est pas obligé de commencer de zéro. Il y a des plateformes dédiées, par exemple Zero Height, qui permettent se lancer avec une structure. Je dirais que ce que j'observe ces derniers temps, c'est une tendance à documenter directement dans Figma plutôt que dans des sites dédiés, comme ça s'est fait beaucoup jusqu'à présent, et à consolider la documentation tech dans Storybook à côté et de créer des liens entre les deux, notamment avec DevMod dans Figma, qui permet de lier les deux et de les synchroniser. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit. Et à nouveau, si vous voulez faire les choses en Figma, il y a Figma Community avec énormément de ressources, de fichiers, potentiellement de templates qui ont déjà été créés par d'autres. Et donc vous n'êtes pas obligé de partir de zéro. Donc voilà, à méditer. On y est presque. Lorsqu'on évangélise un design system auprès de son organisation et qu'on arrive à le faire adopter, on commence normalement à avoir des retours dessus. Et donc ces retours, ça va être des besoins spécifiques qui remontent, par exemple des choses qui marchent pas très bien, et on appelle ces feedbacks, ces retours, la contribution. Il y a rarement une grande distinction entre la phase d'implémentation et la phase de contribution dans un design system parce que, si on se souvient, un design system, ça se met en place graduellement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a pu mettre une petite brique en place, on commence déjà à avoir des retours et en fait, la roadmap du coup de notre design system peut se faire influencer très vite. Et du coup, on commence rapidement à se poser les questions de quand est-ce qu'on accepte ou pas ces contributions. Comment est-ce qu'on modifie le design system sans friction pour ses utilisateurs? Et puis, qui s'occupe en fait de ce travail de maintenance sur long terme? À qui ça appartient? Qui a la responsabilité?
Et donc, pour gérer tous ces changements sans perdre ni le nord ni ses utilisateurs, on a besoin de structure. On a souvent besoin de formaliser ce qu'on appelle un modèle de contribution et des processus de maintenance. C'est là où la partie process rentre. En termes de processus, il y a deux priorités à avoir, quelle que soit la façon que vous faites. La première priorité, c'est de pouvoir travailler en fond sur les mises à jour sans perturber la source de vérité qui, elle est déjà implémentée, elle est déjà en cours d'utilisation par vos utilisateurs. Et on ne veut pas perturber ça parce que, encore une fois, le but des design systems, répété après moi, c'est de ne pas perturber le produit, c'est de le soutenir. Et la deuxième priorité, c'est de contrôler les moments de livraison pour contrôler l'impact du travail de conception ou de développement en cours, parce qu'on veut justement s'assurer que ça ne casse pas tout. Puis aussi pour contrôler la communication auprès des parties prenantes, que ce soit pour les prévenir ou alors pour faire ce travail d'éducation, de promotion, etc. qu'on a vu juste avant. Ce qui tombe bien, c'est que les deux priorités qu'on a là, c'est assez similaire à des priorités que les développeurs ont depuis très longtemps, notamment sur GitHub. Et donc, ça veut dire qu'il existe déjà une mécanique qui est en place et ça s'appelle le branching. Et donc, cette mécanique, elle est déjà très entérinée côté dev. Puis elle existe également sur Figma. Alors, je n'entrerai pas dans le détail exactement, mais c'est effectivement une façon qu'on recommande souvent aux équipes, aux équipes design system de fonctionner pour justement répondre à ces besoins de ne pas perturber le travail en cours et de contrôler la cadence à laquelle ces updates se font. Mais du coup, qui travaille sur ces mises à jour et qui donne le feu vert pour les intégrer? Alors, à nouveau, c'est une question sur laquelle s'est pensé beaucoup de gens qui pensent au design system. Il y a trois grands modèles, entre guillemets, de contribution qu'on peut à peu près définir. Une version où tout le monde contribue, en plus de leur travail quotidien. Une version où il y a des délégués, entre guillemets, des volontaires qui contribuent en plus de leur travail quotidien. Et une version où il y a une équipe dédiée qui est formée à temps plein. La version où tout le monde contribue, c'est assez commun dans les petites équipes. Ça demande assez peu de formalisation des processus, mais c'est compliqué dès qu'on commence à essayer d'avoir un impact plus important ou à embarquer plus de monde. La version où il y a plusieurs délégués qui contribuent, un peu comme une espèce de guilde interne, c'est déjà plus adapté à des grandes équipes. Par contre, il faut avoir en tête qu'il est parfois un peu difficile pour les contributeurs de ce modèle d'obtenir du temps et puis des objectifs très précis liés au design system qui leur permettraient de s'impliquer jusqu'au bout de la mise en place et de l'adoption de leur design system. Et donc, ça peut aussi dire que, certes, on va pouvoir implémenter quelque chose, mais l'impact va être limité. Et enfin, la version où on a une équipe centralisée avec des profils dédiés à temps plein. Ça, c'est une version qu'on voit dans les organisations où le design system a vraiment été compris et entériné comme un axe stratégique. Ça va être des profils qui ont vraiment la responsabilité claire du succès du design system et qui ont pour objectif, du coup, de formaliser tous les processus qui vont lui permettre d'amener l'impact dont il est capable. Plus récemment, il y a un peu des discussions autour d'un modèle centralisé avec une participation crescendo des utilisateurs. À nouveau, j'en réfère à Nathan Curtis parce que c'est vraiment un des penseurs, je pense, les plus intéressants des design systems qui crée beaucoup de façons, de structures de pensée autour de ça, où en fait on pense à un modèle de contribution, on va dire, qui est pas forcément fixe, qui est un peu plus hybride, un peu plus fluide, hein, où on commencerait avec des équipes, par exemple, très fortement centralisées pour mettre en place des choses. Et petit à petit, on bouge vers un système où il y a de plus en plus de participation externe et où, du coup, l'organisation s'approprie de plus en plus la maintenance du design system. Et je vous invite à lire l'article pour voir peut-être pourquoi peut-être on pense que ça peut être un modèle un peu plus idéal. Mais dans tous les cas, les deux modèles qui semblent un peu sur le papier fonctionner le mieux, ou en tout cas pouvoir livrer le maximum d'impact, on voit que c'est des modèles où il y a des gens, il y a des profils dédiés qui ont la responsabilité claire, pas seulement partagée, mais vraiment claire de ce design system. Et du coup, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on arrive à former ou à faire grandir une équipe dédiée? Parce que c'est là où parfois ça bloque à nouveau, parce qu'on est sur cette histoire d'investissement, de coûts, etc. Débloquer des profils à temps plein, pourquoi on le ferait et comment est-ce qu'on arrive à le faire? Alors, déjà, il y a des métriques très claires, des chiffres de retour sur investissement à mettre en avant. J'en ai mis un là, qui paraît très intéressant. Puis une autre chose à avoir en tête, c'est si vous voyez se profiler à l'horizon des moments un peu charnières dans le produit, il faut capitaliser dessus vraiment. C'est le bon moment pour capitaliser dessus et faire passer le message que, enfin en tout cas faire construire un cas pour défendre le fait qu'il y ait besoin d'un design system et des ressources dédiées. Et quand je parle de moment charnière, c'est typiquement une nouvelle version du design system. Et ça se passe, par exemple, si votre organisation est très tournée marketing, un rebranding, c'est le bon moment. Si vous êtes une organisation très tech, ben, un replatforming, un changement de plateforme, ça va être sans doute le bon moment.
Mais voilà, donc j'essaie de vous donner des billes pour éventuellement négocier en interne. Après, important de garder en tête, il y a toujours cet équilibre à trouver, d'accord? On est encore une fois au service de l'organisation et du produit. On ne va pas freiner le delivery du produit, on ne va pas prendre des ressources du produit. Donc, il faut trouver cet équilibre. Puis, il faut penser éventuellement à comment est-ce qu'on peut maximiser, si on n'a pas accès à beaucoup de ressources, l'impact que ces ressources, quand je dis ressources, je parle de personnes, vont pouvoir emporter. Est-ce qu'on peut trouver les personnes qui auront la connaissance tech qui leur permettra de faire le plus avec le moins de temps possible? Est-ce qu'on peut trouver des personnes qui ont un réseau déjà en place pour évangéliser le design system très loin? Puis, comme les modèles de contribution, c'est un outil très utile pour renforcer l'adhésion des parties prenantes, stratégiquement parlant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la boucle? Est-ce qu'il y a des PM qui peuvent nous aider à apporter? Est-ce qu'il y a du marketing qui peut nous aider à apporter? Est-ce qu'il y a de l'UX writing qui va pouvoir nous aider sur la documentation, sur l'éducation, etc. Donc voilà. Je vais vous laisser là, parce qu'on a déjà mangé pas mal de temps, et je voulais juste faire un petit résumé rapide avant de prendre les questions sur les grands points qu'on a discutés aujourd'hui. Bravo déjà pour avoir tenu jusqu'ici. Point numéro un, ne surcomplexifiez pas, c'est difficile à prononcer, ne surcomplexifiez pas votre design system. On commence humblement, il n'y a pas besoin de partir, de viser la lune tout de suite. Rendez-le scalable et posez-vous toujours la question de est-ce qu'on pense bien à tout le monde? Est-ce qu'on a tout le monde dans la boucle? C'est pas juste un outil design, c'est pas juste un outil tech, c'est un outil qui permet d'harmoniser et de créer des langages communs dans l'organisation. Ensuite, un design system n'est jamais achevé. C'est un produit, c'est pas un projet, c'est pas une chose qu'on livre en un temps. Il évolue sans cesse et il prend du temps à mettre en place. Un design system, ça contrôle pas le produit, ça soutient le produit. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le réitère. Et enfin, je sais que quand on parle design system, il y a beaucoup de gens qui paniquent en se disant on va arrêter complètement d'être créatif, c'est la fin des haricots. Un design system, et j'espère que j'ai réussi à communiquer ça aujourd'hui, ça ne sape pas la créativité, ça amène de la clarté et ça permet de débloquer d'autres choses et d'autres pensées ailleurs. Voilà, donc quelques liens utiles. On va lancer en parallèle un sondage rapide avant de prendre les questions, juste pour voir comment vous trouviez ce format. Quelques liens qu'on a créés côté Figma. Je vous invite à les scanner s'ils vous intéressent. C'est des rapports qu'on a traduits en français récemment sur qu'est-ce qu'est un design system. Je le laisse pendant 2 petites secondes. Ça pour vous remercier à nouveau. Si vous n'avez pas encore posé vos questions, c'est le bon moment. Et si vous n'avez pas encore voté pour les questions que vous préférez, c'est aussi le bon moment. Quelques articles en français, j'ai vu quelqu'un poser la question de est-ce que la présentation, alors ce n'est pas un PowerPoint, figurez-vous que c'est un Figma Slides, parce que nous avons un outil de présentation et de slide maintenant dans Figma. Donc c'est un Figma Slides, et oui, je partagerai le Figma Slide, je le mettrai sur communauté, et vous pourriez le télécharger, et vous pourrez cliquer sur tous les liens qui sont dedans, et ouvrir tous les articles, tout ça. Donc vous inquiétez pas, on essaiera, si Adrien fait un email de follow-up après, on essaiera de mettre le lien vers le fichier communauté dedans. Quelques replays en français, je vous inviterai à regarder aussi. On a fait un in the file avec BPCE qui va très en profondeur sur la notion de design system multimarque, avec notamment les tokens et les variables. Il y a le fameux coffee break avec Louis dont je parlais plus tôt. Et pour ceux qui sont intéressés pour continuer à creuser le sujet design system, ça tombe bien hein, parce que dans 3 semaines, on a un live stream avec Engie. On a les équipes de Engie qui vont venir présenter leur. Alors, je trouve que c'est une équipe intéressante parce qu'ils ont un design system qui en fait, répond à des besoins très précis à ce qu'ils font, qui peuvent paraître pas forcément très complexes, mais c'est parfait pour ce que eux souhaitent, enfin l'impact qu'ils cherchent à avoir. Puis surtout, ils ont une approche sur la partie adoption tracking des data via les données, enfin via les API de Figma et construction de communauté qui est très unique. Je disais que les gens du design system sont rarement des marketeurs. Bah, eux, ils ont un profil marketeur qui est dédié au design system, ce qui n'est pas commun. Et voilà, je pense que ce qu'ils font est très intéressant et on bénéficiera de ça. Donc, je vous invite à venir regarder et nous retrouver le 13 février. Et je ne pouvais pas parler de design system sans parler de la communauté Design System France, qu'on adore. Donc, je ne sais pas s'il y a des membres aujourd'hui. Si vous êtes des membres, n'hésitez pas à mettre le lien dans le chat. Sinon, je vous invite à googler Design System France. C'est une communauté, il y a des événements, et puis surtout, il y a un Slack. Il y a une communauté Slack sur laquelle on partage beaucoup de connaissances. Vous pouvez venir poser vos questions. Et il y a des gens de tous les niveaux Design System qui peuvent venir vous y répondre. Et donc voilà, j'espère vous y retrouver dessus. Euh, Merci, 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 merci. On va prendre les questions et réponses maintenant.
J'ai mis trois questions parce que il reste que 7 minutes et celui-ci sont des plus votés. On commence avec Jordan. Quel est l'avantage de créer son propre design system quand il existe de nombreux design systems bien conçus et déjà très complets? Alors, j'ai un peu touché de ça là-dessus et je pense que Ouais, j'ai bifurqué très rapidement sur les design systems qui existent déjà parce que je voulais juste rappeler, j'ai l'impression que beaucoup de gens commencent en ayant cette notion qu'il faut tout construire soi-même et c'est pas le cas. Il ouais. n'empêche que, il n'empêche que, alors déjà, il faut avoir en tête que c'est pas juste tout l'un ou tout l'autre. Il n'y a pas juste Ouais, soit on crée tout seul, soit on prend un truc déjà qui existe déjà et on l'applique tel quel. Il y a beaucoup de nuances entre les deux. Il y a des ouais, versions, en fait, on s'inspire, même juste très légèrement, sans forcément utiliser la structure. On c'est ça. consulte, on fait un peu, quand tu appelles ça, on fait son benchmark et on Ouais. s'inspire très librement de ce qui existe. Est-ce que c'est pas déjà un petit peu un mélange? Euh, je pense qu'il faut avoir en tête, voilà, faire, moins on s'appuie sur de l'existant, plus on customise, plus on répond à des besoins spécifiques. Et je pense qu'il y a des contextes d'entreprise qui font que c'est juste pas jouable de prendre des choses qui existent déjà. Je pense à des entreprises qui ont déjà une ambition très, on va dire, d'un design système très complexe. Je parlais de marque blanche tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Je vois que tu attaches la tête. Si on sait déjà qu'on va avoir un design system qui a une volonté d'être très complexe parce qu'il va supporter énormément de produits, enfin, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inspirer de choses qui existent déjà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller piocher dans la structure de quelque chose qui existe déjà. Mais je pense que très rapidement, on va se retrouver à adapter ça à notre contexte, à notre entreprise et du coup à diverger et à pas appliquer telle quelle la solution qu'on a prise. Oui, cette partie de contribution, c'est assez important dans ce cas. Et parce que, ouais, comme tu as déjà dit, quand il y a la partie de consommation et contribution et de euh, customize, j'ai oublié le mot. Customiser? Customiser, ouais, c'est ça. Euh, ça, c'est le point le plus fort hein, ouais, de leur côté. Et je vois ce que enfin, Ludovic dit exactement. Si la marque est très visuelle et si la marque prend énormément de place, il y a sans Ouais, doute aussi une volonté marketing parfois de ne pas. Alors après, encore une fois, visuellement, aujourd'hui, avec les tokens, on peut faire beaucoup de choses. On peut amener beaucoup, c'est beaucoup vrai. de flexibilité. C'est-à-dire qu'un token, il va peut-être vous permettre de Des définir thèmes. non seulement les couleurs, mais aussi les typos, les tailles des éléments, les espacements, les arrondis, les ombres portées. Il va pouvoir définir tellement de choses qu'en fait, avec un token qui est assez agnostique, on peut mettre n'importe quelle valeur derrière et on peut éventuellement exprimer des marques très, très différentes les unes des autres. Mais parfois, on a besoin d'avoir de... enfin, c'est un sujet beaucoup plus avancé. Je ne pense pas que ce soit forcément la bonne endroit pour en parler. Mais quand on veut faire de la marque blanche et du coup pouvoir le décliner sur beaucoup de marques différentes, parfois ces marques différentes, Mhm. elles ne veulent pas s'exprimer du tout de la même façon. Et c'est là où on a peut-être besoin en fait de ce niveau token composant parce qu'il permet d'aller beaucoup plus loin dans la granularité des décisions qu'on prend. Donc voilà, après c'est très... on commence à rentrer dans des choses très avancées. Et vive Ouais, les tokens, exactement. pour James, il a dit que c'est quoi le token? C'est ce que Alexia a expliqué sur les variables. Ça, c'est ce qu'on a directement dans Figma. Mais il faut voir le format qui existe. Si tu recherches design tokens, c'est possible de Et voir j'invite les éventuellement, explications. encore une fois, à consulter le Coffee Break avec Louis, parce que lui a Ah oui, travaillé c'est vrai. justement sur Ouais, la standardisation du concept, enfin du format de design token, ouais, et il en parle très très bien. ouais. Ok. Deuxième question. Quelle est la meilleure... Ah bah tiens, Anton, on revient sur ta question. Alors, est-ce que ta question est encore pertinente? Parce que j'ai l'impression qu'on a parlé un petit peu sur la meilleure façon de partager les mises à jour d'un design system. À qui on le partage pour le faire valoriser? Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Euh, Ce que je disais, je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser directement sur, enfin, trouver, enfin, identifier qui peut amener cet impact pour vous, et c'est pas forcément les personnes auxquelles on pense tout de suite. Alors, j'imagine quand tu dis partager, c'est pas juste les implémenter. J'ai l'impression que la question se pose plus sur la communication. Alors, j'ai parlé éventuellement des canaux, des canaux, des canaux de communication pour identifier là où ça a le plus d'impact. Tu vois, enfin, nous, typiquement, on peut se dire, bah,
Parfois, juste être dans Figma, c'est fine. On sait que tout le monde est dessus et ça servira à ce qu'on veut faire. Les équipes avec qui je travaille, ils ont parfois je vois notamment en France, on est très Microsoft Teams. Donc, je vois effectivement des communautés Teams créées autour du design system où du coup, ils invitent les gens. Un autre truc, j'ai pas beaucoup parlé de ça, c'est la notion de champion dans les design systems, Ouais. c'est-à-dire identifier des personnes qui ne font pas partie de l'équipe design system ou qui même parfois ne contribuent pas directement, font pas des éditeurs, mais qui en fait vont porter, sont tellement passionnés par le sujet ou qui sont tellement convaincus de l'impact, qui vont aller porter ce sujet eux-mêmes à l'externe. Et c'est un peu vos messagers, on va dire, c'est vos pigeons voyageurs. Et ces personnes-là, du coup, c'est elles qu'il faut engager en priorité. Et engager, du coup, ça veut dire leur parler régulièrement, faire des rituels avec eux, éventuellement leur envoyer des goodies, les récompenser d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, c'est des stratégies que je vois passer parfois dans les équipes qui sont déjà un peu plus avancées sur l'adoption de leur design system. Je sais pas si toi, tu as d'autres opinions. Non. C'est tout, ouais, c'est tout bien. Ouais. Quelles sont les best practices pour montrer les guidelines pour construire et utiliser les composants Figma dans un fichier Figma? Ah, très bonne question. Très bonne question. Alors, on a parlé un tout petit peu de ça. Je pense que le B à bas, la base, c'est d'utiliser les fonctionnalités natives. Une des raisons pour lesquelles je dis ça, je pense notamment dans les paramètres de composants, on peut ajouter directement de la description, du texte qu'on peut formater comme on veut, parfois des liens aussi. Et je conseille vraiment de commencer par là parce que, un, c'est juste là quand vous le construisez. Et puis, deux, en fait, c'est de la documentation qui va visuellement venir à la fin, qui va être vue, en fait, dans l'interface des gens qui utilisent ces composants directement dans leur fichier design. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres documentations que vous mettrez dans le fichier. Parce que dans le fichier, ça veut dire que déjà, ça présuppose que les gens vont venir ouvrir le fichier, tomber sur la bonne page au bon endroit et lire tout ça. C'est beaucoup d'efforts à demander à faire à des gens. Il y a des gens qui le font. Tout le monde ne le fait pas. Donc, le plus simple, la base, c'est déjà de commencer par essayer de le mettre le plus dans les mains des gens possible et ça passe par utiliser la fonctionnalité et description du composant dans Figma. Après, je sais que c'est un sujet, on réfléchit beaucoup aussi en interne à Figma sur est-ce qu'il n'y a pas des façons justement de porter plus de cette documentation, de l'amener plus dans le flot de consommation versus entre guillemets, forcer les gens à venir le consulter. Hugo, est-ce que toi, tu as vu des bonnes pratiques, à part évidemment utiliser, on va dire, la fonctionnalité native de description? Est-ce que tu as vu d'autres bonnes pratiques? Parce que j'ai vu beaucoup d'équipes faire beaucoup de documentation très Ouais. puissante dans leur fichier Figma. Et parfois, tu vois, par exemple, des documentations d'accessibilité, je trouve ça très pertinent, ça, assez utile. Parce que c'est des choses, ponctuellement, on en a besoin, mais c'est pas forcément des rappels qu'on doit faire à l'usage pour dire attention, fais pas ci, fais pas ça. Je pense que la façon À, dont on structure le composant aussi est pertinente, mais. à part de ça, j'ai partagé un lien pour Ah Propstar. oui. C'est un plugin pour voir toutes les expressions des composants, tous les variants. Aussi, il y a, Eight je vais specs. chercher 8 specs aussi. Ça, c'est un bon C'est, point. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire, encore une fois, dans la logique de on fait ouais, pas ouais. tout à la main, vous n'êtes pas obligé de faire un travail absolument colossal. Il y a effectivement des plugins qui permettent de créer ces guidelines, entre guillemets, très rapidement en un clic. Et donc, c'est déjà bien. C'est déjà un bon nice to have pour commencer. Et je pense que surtout, en fait, alors, conseil, quand vous créez vos composants, vous posez pas tout de suite sur comment le documenter. C'est-à-dire, faites Mhm. déjà un peu le strict minimum. Mais déjà, laissez les gens l'utiliser. Le plus important, c'est que les gens sachent qu'il existe. Et quand vous commencez à avoir des retours vous voyez que quelqu'un l'utilise mal ou que les gens n'arrivent pas à l'utiliser parce qu'ils vous le disent verbalement, là, on peut commencer à se poser la question de qu'est-ce qui manque comme information et commencer à améliorer. Mais on peut commencer petit, on n'est pas obligé de construire à nouveau la machine et l'hyper-documentation de la mort autour de ça. Je voulais revenir sur ce que je disais, c'est que je vois parfois des fichiers sur Figma où ils ont une documentation colossale, colossale. Et déjà, c'est dur à lire, tout simplement. C'est bête, mais c'est dur à lire. Et deuxièmement, en fait, même au niveau de la performance du fichier, ça fait des fichiers très, 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 très lourds. Et je suis pas sûre que la plus-value versus l'investissement de temps et d'effort qui a été passé à tout créer cette belle documentation est nécessairement utile. Mettez-vous dans la tête de vos utilisateurs et sur quel usage ils ont. C'est quoi vraiment le flow de je suis dans mon flow design et j'ai besoin de ce composant. C'est quoi le parcours utilisateur? Et à quel moment il y rentre en interface avec le produit que vous construisez, c'est-à-dire votre design system.
J'ai C'est, dû oublier ça. ouais, et alors, j'ai vu que en utilisant cette partie de l'IA dans Figma pour rechercher des images, pas des images, mais des composants et la structure qui existe dans d'autres dossiers. Je sais pas comment on dit ce nom en français. Alors, je vois ce que Search tu by veux dire. Similar. Alors, mais ça s'applique pour ceux seulement, malheureusement, qui ont déjà accès à aux fonctionnalités IA sur Figma. Ouais, c'est vrai. Si vous avez déjà, si vous faites partie des, je sais plus combien de pourcents on est maintenant, mais si vous faites partie des heureux élus qui ont les fonctionnalités IA dans Figma, effectivement, c'est pour ça que je parlais des discussions qu'on a en interne, parce que je pense qu'il y a une grande partie de ça, en fait, qui devrait être portée par le produit et non pas par vous. Mais effectivement, la fonctionnalité IA chercher similaire permet en fait aujourd'hui, soit sur la base d'un croquis fait rapidement au stylo sur un fichier Figma ou d'autres de screenshots ou d'autres composants, d'aller chercher tous les fichiers auxquels on a accès et Figma trouve les choses qui y ressemblent. Et ça permet aussi du coup de trouver ces composants potentiellement beaucoup plus rapidement. Comme dit Nathalie, personne ne lit. Voilà. Donc je pense, c'est un peu comme un produit. Vous pouvez faire de la recherche utilisateur dessus et voir ce que vous identifiez. Mais vous lancez pas en ayant juste des convictions sans avoir fait la recherche ou le scoping initial. Est-ce qu'on a Je, je- d'autres questions? ça, c'est le dernier. Je pense, parce que nous sommes à l'heure, je voudrais juste ajouter aussi que je vois des équipes en essayant d'utiliser un- une version de ChatGPT local pour mettre des questions et avec toute l'information qui existe sur le design system. Et par ça, c'est juste pour poser des questions au lieu de lire tous les documentaires. Alors, c'est une autre méthodologie pour enseigner des gens et de cette partie self-service dans ce cas. En tout cas, merci beaucoup à tous du coup. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Et puis, comme promis, on fera parvenir toutes ces ressources a posteriori.